Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine de Sguardo qui s'annonce et notre invité cette semaine est son éminence le cardinal Bustillo. Bonjour. Bonjour. Alors, monseigneur, son éminence, on verra comment s'appelle tout au long de cette émission. Le principe n'est pas, l'important n'est pas là en fait, l'important est de délivrer ce message de l'Église de Corse aussi autour des thèmes d'actualité parce qu'on sait, vous l'avez toujours dit, l'Église doit avoir sa place dans l'actualité. Alors, il y a bien la séparation des pouvoirs évidemment, mais c'est important justement que l'Église elle se positionne dans les grands débats de société. Il y a séparation, mais dans la séparation, il y a une manière d'agir directement ou indirectement. Mais comme je l'ai toujours dit, l'Église ne doit pas être insensible à la vie des citoyens. Moi, je suis en Corse, je vois, je vis, je ne peux pas être indifférent à ce que mes diocésains et mes fidèles vivent. Donc il est important qu'ils puissent avoir une parole, une présence, après dans le respect de la mission et de la spécificité de chacun, bien sûr. Alors justement, aujourd'hui, on entend beaucoup de débats sur la laïcité, sur la place de la religion dans la société aussi. C'est important de remettre ce débat peut-être au centre, mais avec des vraies définitions. Moi, je pense que notre société actuelle, sur le continent et ici, a besoin de retrouver un équilibre et une manière de se situer par rapport aux religions. À mon avis, il y a beaucoup de crispations, il y a des lectures anachroniques, on prend de passages du passé et on les applique à aujourd'hui quand la société a évolué. L'Église a évolué, la société est différente. Et les milieux politiques vont très vite et évoluent très vite. Nous ne pouvons pas avoir une manière ou un contact entre le pouvoir civil et les autorités ecclésiastiques. Nous ne pouvons pas avoir des liens de distance, d'indifférence ou de méfiance. Il nous faut parler, discuter, dialoguer et viser le bien. Parce que finalement, le but pour les autorités politiques et pour nous, c'est le bien de nos citoyens. Alors, on peut échanger. Je ne vais pas dire à un maire, à un député, vous devez faire comme ça. Ils ne vont pas me dire comment je dois faire l'évêque non plus. Mais nous pouvons échanger et dans le dialogue, dialogos, la parole qui circule entre deux réalités, là, on peut partager notre vision et peut-être voir des solutions. Où est l'anachronisme aujourd'hui? À mon avis, on prend et on fait des lectures du passé, et en particulier, on prend la loi de 1905, on l'applique aujourd'hui, mais il y a eu tellement de changements dans la société pendant le XXe siècle que nous ne pouvons pas faire la même lecture qu'au début du XXe siècle. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, pour définir et parler de laïcité, il y avait une certaine hostilité idéologique, une forme d'anticléricalisme. Alors on a fait la loi, il fallait le faire, catholique et protestant, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, et à partir de la fin du XXe siècle, il y a une évolution. Il y a moins de pratiques, il y a d'autres religions, il y a d'autres défis, donc nous devons ajuster la loi et les lois à l'évolution de la société et de religion. Alors justement, la place de la religion dans la société corse, culturellement en parlant, vous évoquiez d'autres religions aussi. Comment tout ça peut cohabiter? Écoutez, moi je pense que la laïcité à la Corse, j'ai toujours parlé avec cette formule, c'est une manière juste, équilibrée de se situer dans la société. Parce que l'évêque, il ne dira pas aux responsables, aux maires ou aux responsables territoriaux, politiques, ce qu'ils doivent faire. Mais nous avons une qualité de contact et d'échange que je trouve riche, adulte et responsable. Donc moi je pense que nous devons viser, ici en Corse, nous avons, je vais être un peu audacieux, mais je crois qu'il faut exporter le style et le modèle de laïcité à la Corse et sous le continent. Autrement, il y a trop de différences, trop de distances, trop d'hostilité et à la fin, on ne bâtit rien. Parce que si les politiques restent entre eux et les ecclésiastiques entre eux, il va y avoir un combat de pouvoir, mais on n'aura pas un débat d'autorité en visant le bien des personnes.
Merci beaucoup, merci. On va se retrouver tout à l'heure après le journal en langue corse, donc aux alentours de 8h30. À tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue. C'est l'évêque de Corse, Monseigneur Boustillot, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Cardinal également, on le précise. Vous parliez de cette crispation qu'il peut y avoir aujourd'hui, crispation aussi entre les religions, crispation de la population. On a vu monter des antagonismes, notamment autour du débat sur l'immigration, avec des positionnements politiques très, très différents. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que peut apporter l'Église de Corse dans ce débat? Écoutez, moi, je vois déjà la crispation sociale sur le continent et même chez nous. Avec beaucoup de facilité, il y a des tensions, il y a beaucoup de violences verbales et idéologiques. Et moi, je pense que l'Église a le devoir et la responsabilité aussi d'apaiser les esprits. Alors, quand je dis apaiser, je ne dis pas anesthésier les esprits. Mais je vois, on l'a vu par les médias, avec quelle facilité on rentre dans un conflit. Moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord avec ce film, je suis d'accord avec cette démarche ou avec cette conférence. Et très vite, on crée deux côtés, l'un contre l'autre. Et moi, je trouve que notre société, en général, et peut-être c'est à cause de l'absence d'un idéal spirituel et humain, elle se crispe, elle est devenue primaire, violente. Et on se définit l'un contre l'autre. Et après, tout le monde prêche la tolérance et le respect. Mais pour moi, la maturité sociale, relationnelle, c'est quand on a la capacité de dire l'autre pense différemment de moi, mais il n'est pas contre moi. Et pour moi, la maturité, le respect, c'est de me dire l'autre, il est différent, je le respecte. Comme moi, je suis différent de lui, il me respecte. Et je trouve que là, on a du chemin à faire parce qu'il y a trop de violence. Et à mon avis, on a glissé, si j'ose dire, de l'idéal à l'idéologie. Et l'idéologie n'a pas de cœur. Et donc, quand on est dans l'idéologie, il y a de la violence, il y a de la dureté, de l'intransigeance et de la division. Alors, vous évoquiez ce film avec cette association SOS Méditerranée, cette manifestation, cette contre-manifestation. Où est la tolérance ou l'intolérance selon vous? Il faut interdire un film? Moi, je trouve qu'on a assisté l'année dernière, et il y a 2 ans, sur le continent, à des conférences dans les universités, quand même, des lieux de culture et d'éducation, qui ont été annulées. Si c'était quelqu'un de droite, il y avait certains de l'extrême gauche qui allaient interrompre la conférence. Si c'était quelqu'un de gauche, certaines personnes de la droite ou de l'extrême droite allaient interrompre. Moi, je me dis, dans des lieux de culture et d'éducation, il faudrait que les esprits puissent s'exprimer. Après, je comprends parfaitement, on n'est pas des robots, on n'est pas de clones, on a tous des idées différentes. Mais pour moi, la maturité passe par la capacité de dire, voilà, quelqu'un a des idées à ce niveau-là, et d'autres à un autre niveau. Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un conflit devant le lieu de la conférence ou le cinéma ou autre? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de pas ajusté dans notre société et dans notre vie relationnelle. Et je crois que l'Église doit apporter la sérénité nécessaire pour avancer d'une manière intelligente. Moi, je crois qu'il y a trop de place pour l'émotion et on a évacué la raison. Alors, quand on voit certains conflits ou débats, on voit très vite la violence verbale. Et donc là aussi, c'est l'émotion. On déborde de soi et c'est l'émotion qui sort d'une manière violente. Et moi, je vous dis, où est la place de la raison? Alors moi, je trouve dans la Bible un passage très beau qui me plaît beaucoup. C'est dans le livre de Jonas, où Dieu dit à Jonas, quand il est en colère, il dit, mais es-tu raisonnable? Il pose 2 fois la question. Et moi, je me dis, par rapport à notre société, sommes-nous raisonnables? C'est l'émotion qui est légitime. Hein. Je le répète, on n'est pas des robots. Mais comment on gère l'émotion par la raison? Et comment on a la capacité d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on croit, nos accords ou nos désaccords? Où aurait été à la raison de laisser faire cette conférence, faire le film et d'aller débattre dans la salle? C'est ça la raison? Écoutez, moi, je pense que le propre de l'être humain,
Et le propre de l'intelligence humaine, c'est la capacité de débattre. Le dialogue. Platon le disait. Le propre des hommes, c'est le dialogue, dialogos, comme je disais tout à l'heure, mais le propre des bêtes, c'est la force. Donc moi, je trouve qu'on arrivait très vite à la force, et donc à un esprit de domination ou d'exclusion, au lieu de débattre et de comprendre pourquoi tu penses comme ça, par où tu es passé pour arriver à des conclusions. Nous, avant d'avoir les éléments et les arguments, on sanctionne. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout ajusté. Merci beaucoup. Merci et à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, c'est son éminence le cardinal Boustillo, évêque de Corse, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler politique aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement Barnier, mais avant cela, les élections législatives et les résultats qui ont eu lieu en Corse avec ces forts chiffres du Rassemblement national. Quelles conclusions vous pouvez tirer de tout ça ? D'abord, j'ai été surpris et peiné aussi de voir comment on a vécu ces moments politiques importants. Voilà, d'un coup, c'est l'extrême droite, de l'autre côté, c'est l'extrême gauche. Après, il faut attendre, je ne sais pas combien de temps pour avoir un gouvernement. On a vécu une période d'incertitude. Alors, personnellement, je crois que la politique est une des manières les plus nobles d'agir pour le bien de la société. Mais actuellement, en politique, il y a beaucoup de méfiance de la part des citoyens. Il y a beaucoup de mépris de la part des citoyens envers les élus. Et il y a peut-être aussi de l'indifférence ou de la distance de la part des élus. Alors, si on a eu des résultats si extrêmes, on est passé d'un côté à l'autre, d'une manière très brutale et très rapide. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue démocratique. Moi, ça m'inquiète. Parce que quand on vit en société et quand on tient à la vie commune, à la vie sociale, il faut être responsable. Et quand on voit ces crispations, on vote, j'ai l'impression parfois qu'on vote non pas pour un projet, mais contre un projet ou contre quelqu'un. Et là, moi, je vois un signe inquiétant de maturité démocratique. Il faut réparer, à mon avis, et récupérer la place noble de la politique. Et il faut que les politiques se rapprochent des gens, des personnes, de la vie réelle, et que les personnes fassent confiance aussi aux politiques. Je pense qu'il y a un domaine basique dans la vie politique à réparer et à récupérer. Donc là, je vois des signes, je le vois, je les constate, un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça va donner ? Je n'en sais rien. Moi, je peux espérer, et je dois espérer, qu'on va retrouver l'équilibre. Et quand je dis l'équilibre, je ne dis pas l'équilibre diplomatique pour agir, mais une manière de vivre civilisée. Autrement, on va être dans le conflit perpétuel, dans la sanction perpétuelle, et à la fin, on n'avance pas. On est dans une gestion systématique des équilibres de pouvoir, et on n'est pas dans la vision pour un peuple. Vous y croyez à ce nouveau gouvernement ? D'aucuns disent finalement il est issu de nulle part et surtout pas du résultat des législatives. Alors, moi, je crois qu'en politique, il faut, avant de sanctionner, il faut voir. Alors, il y a un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça va donner ? Je n'en sais rien. Il y a des personnes, certaines sont connues, d'autres pas. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Moi, je pense que le pays a besoin de stabilité. Et si nous voulons la stabilité, nous devons voir si ça avance. Mais vous voyez comme moi, par les médias, et donc dès qu'il y a un petit problème, on dit attention, un tel groupe va sanctionner. Attention, l'autre groupe n'est pas d'accord. Et à la fin, tu te dis, on vit dans l'anxiété et dans l'angoisse. Mais je crois qu'un pays, pour avancer, a besoin de confiance et de stabilité. Alors, il y a un nouveau gouvernement. Je vous le disais, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut attendre un peu avant de sanctionner tout de suite. Moi, j'espère que M. Barnier, il a évalué tous les éléments. Évidemment, avec la situation politique qu'on a, on ne peut pas trouver un gouvernement idéal. Mais voilà, il y a certains qui se sentent exclus, d'autres méprisés et d'autres honorés. Enfin, moi, j'espère que, encore une fois, le sens de la responsabilité sociale et politique, le sens de l'autorité va l'emporter sur
le pouvoir et la domination d'un groupe sur un autre, parce qu'à la fin, ce sont les citoyens qui vont payer. Et moi, je pense que les citoyens méritent d'avoir un gouvernement qui vise le bien, la paix, l'équilibre, une situation économique meilleure, une situation liée à l'éducation et à la vie sanitaire meilleure. On a besoin de stabilité et on a besoin de vivre en paix. Alors à propos justement de cette situation, les positionnements, on va dire, politiques et humains du ministre de l'Intérieur, comment vous les avez perçus aussi sur les migrants, sur la sécurité? La France a besoin de ça aujourd'hui? Alors, le ministre de l'Intérieur a une forte personnalité. Je l'avais rencontré quand il était sénateur. Et de ministre de l'Intérieur, il faut s'attendre qu'il y ait la dimension de l'ordre, mais il faut s'attendre aussi qu'il y ait la dimension humaine. Je pense qu'il est tout à fait compatible et souhaitable, et je pense qu'il est, le ministre de l'Intérieur, il est assez intelligent pour épouser, si j'ose dire, le côté discipline et ordre pour les citoyens, mais le côté humain. Si on dissocie la dimension humaine, surtout de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont exclus, ceux qui peinent dans la vie, si on évacue la dimension humaine, on va créer une société un peu robotisée, où il y a de l'ordre, mais où il peut y avoir la peur, il peut y avoir la colère, et à un certain moment, tout cela peut exploser. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on se retrouve à 8h30. Rebonjour, on retrouve l'évêque de Corse, Monseigneur Bustillo, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parlait ce matin de ces élections législatives avec les différents résultats en Corse, notamment les différentes forces en présence. On a vu donc les mouvements nationalistes, l'extrême droite. Il y a l'émergence aussi d'un nouveau mouvement nationaliste qui ne se revendique pas vraiment de ça. C'est Moussa Palatine, qui se positionne vraiment beaucoup en faveur de l'Église de Corse et de la religion. Comment vous vivez ça, vous? Moi, je pense que j'encourage toujours les citoyens à s'engager en politique. Je crois que notre société a besoin de personnes qui s'engagent. De quel côté? Il est difficile de dire du bon côté ou du mauvais côté. Vous savez, l'évêque de Corse a des liens avec tout le monde. Ça, c'est une chance et c'est une responsabilité. Je ne peux pas être avec certains et pas avec d'autres. Je ne peux pas être sectaire. Ce n'est pas ni dans ma nature, ni dans ma culture. Moi, je suis l'évêque de tous. Et parmi mes enfants, entre guillemets, il y a des gens qui ont une vision, d'autres une autre. Moi, je dialogue avec tout le monde. Parce que je crois qu'on apprend de tous. Alors, chez certains plus jeunes, il peut y avoir une radicalité, un enthousiasme et une force. Mais je pense qu'aussi, on a besoin de la sagesse et de l'expérience des autres. Il y a des mouvements. Il faut que ce mouvement soit ajusté. On a des convictions. C'est important. On a besoin de convictions. Mais on a besoin aussi de mettre nos propres convictions et nos propres valeurs au service des citoyens et au service de Corse. Je ne suis pas là pour être avec mon parti, qui est le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, pour dominer les autres. Je suis là pour apporter, avec mes idées et mes valeurs, quelque chose de bon et de bien pour la Corse. Là encore, comme on le dit pour la politique nationale, il ne faut jamais oublier le but de l'engagement politique. Le but, c'est le bien de tous les citoyens. Dans la tradition morale de l'Église catholique, quand on parle de politique et de finances, on dit toujours ne nous arrêtons pas aux moyens, n'oublions pas le but. Le but, c'est le bien commun de tous. C'est ce que vous ressentez quand vous rencontrez les élus, y compris Moussa Palatine, qui divise aujourd'hui en Corse, qui divise également dans le mouvement nationaliste, il faut bien le dire. Moi, je rencontre beaucoup de personnes de partis différents et de visions différentes. Et ma responsabilité à moi, avec beaucoup de respect, c'est de dire ce que je pense, ce que je vois. Je ne vais pas le dire, je ne suis pas un homme politique, je ne vais pas le dire à la télévision. Bon. Mais quand j'ai la possibilité de parler et de dialoguer en privé, moi je pense que c'est le moment privilégié de dire ma vision de la société corse, ma vision de l'engagement politique, mes questions, mes doutes, mes certitudes, mais d'une manière que j'essaye
responsable. Je ne suis pas là ni pour orienter, culpabiliser ou manipuler les autres, mais pour partager tout simplement ma vision en tant qu'évêque avec mes valeurs liées à l'Évangile et avec ma vision aussi peut-être des chances et des orientations à suivre et des dangers à éviter. Et pour moi, cela se fait dans un cadre privé, dans un cadre aussi amical et dans un cadre que je trouve constructif pour le bien de ceux qui s'engagent en politique. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, c'est l'évêque de Corse, Monseigneur Bustillo, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Son éminence, le cardinal Bustillo également. On parle des débats qui concernent la Corse. Il y avait ce fameux débat sur l'autonomie qui aujourd'hui semble être mis en stand-by. Et puisqu'il y a un nouveau gouvernement, sera-t-il repris ou pas? Est-ce que pour vous, ça serait une bonne, une mauvaise chose que ce débat s'arrête? Comme tout débat, non, mais l'autonomie de la Corse, il faut vraiment que ça aille au bout des choses. Il y a eu un cheminement pendant un certain temps. Il y a eu un travail de la part de l'Assemblée des Corses et de la part du gouvernement. Donc tout ce travail, je pense qu'il a servi à quelque chose. On a eu des résultats dans l'Assemblée des Corses, et des gens nationalistes, d'autres pas nationalistes, de droite, de gauche. Il y a eu un débat, il y a eu des dialogues, et il y a eu une vision pour la Corse. Et pour moi personnellement, ce qui est important pour un peuple, c'est qu'il y ait une vision. Autrement, voilà, on va être dans la gestion basique, et on n'a pas un horizon large. Et il ne faut pas oublier que quand le président Emmanuel Macron est venu en Corse, il a parlé. Donc il y a un gouvernement tout frais, mais il y a un président de la République. Le président a des idées et une vision. Donc moi je pense que le gouvernement actuel, il va donner une continuité à ce débat qu'il y a eu ici, à l'Assemblée des Corses, aussi avec les partis de Corse et avec le gouvernement. Tant qu'il y a de dialogue, tant qu'il y a un dialogue intelligent et de vision pour les biens d'un territoire, ben, il faut aller de l'avant. On parlait hier du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Si, comme de tradition, c'est lui qui a la question corse dans son portefeuille, ce débat de l'autonomie n'ira pas bien loin. Il a pris des positionnements en tant que sénateur qui étaient véritablement de balayer tout ça d'un revers de manche. C'est le ministre de l'Intérieur. Il y a un président aussi. Et donc, du moment qu'il y a un président, il y a un Premier ministre, je pense qu'il faut tenir compte de l'ensemble. Il faut tenir compte du chemin fait. Une chose, c'est que tu sois député ou sénateur, et tu tiens compte, et tu as une vision légitime. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle est légitime. Quand tu es ministre de l'Intérieur, et tu as une responsabilité, après, il ne faut pas oublier qu'il y a une ministre aussi des territoires, du lien avec les territoires. Donc, il y a des figures nouvelles qui pourrait favoriser un dialogue. Je ne dis pas qu'il faut gagner ou perdre, qu'il faut lutter ou pas, mais je pense que la voie politique, c'est la voie du débat, c'est la voie de la rencontre et c'est la voie de la compréhension. Si quelqu'un devient ministre, il va recevoir des informations que peut-être il n'avait pas eues avant. Il va recevoir peut-être aussi des orientations de par sa nouvelle fonction. Donc, pour le moment, il est trop près pour se prononcer. Mais moi, je pense que le chemin qui a été fait a du sens. Il y a une certaine unité à l'Assemblée des Corses, et avec des visions différentes et des visions politiques différentes. Et je crois que cette vision et ce dialogue devraient continuer. Vous pourrez vous positionner dans ce débat pour faire entendre une autre voix de la Corse? Écoutez, la voix de l'évêque de Corse, c'est la voix de celui qui veut le bien des Corses. Voilà. Moi, je ne suis pas avec les uns contre les autres. Je ne suis pas à droite contre la gauche ou à gauche contre la droite. Je ne dois pas me placer avec les uns contre les autres. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un système un peu Facebook. Hein. Donc, j'aime pas. Et donc, alors, si quelqu'un est comme moi, je l'adore. Si quelqu'un n'est pas comme moi, je le déteste. Donc, il y a un côté émotionnel à éviter. La mission et la position de l'évêque, c'est d'être, si j'ose dire, je le dis sans arrogance, au-dessus
Je ne peux pas me situer avec les uns contre les autres. Moi, je suis l'évêque de tous, donc je dois viser le bien de tous. Et nous l'avons dit ces jours-ci, moi j'ai la chance, le privilège de dialoguer avec toutes les formations politiques. Et donc j'apprends beaucoup. Et si je peux, et si on me le demande, je donne mes conseils, mais l'évêque, il doit se situer dans la position neutre, mais en même temps pas indifférente, de vouloir le bien de tous les citoyens de Corse et de vouloir la paix, de vouloir aussi une vie pacifique, une vie heureuse de tous les citoyens de Corse. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on se retrouve aux alentours de 8h30. Bonjour et bienvenue, c'est son éminence le cardinal Boustillot qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler de la situation sociale de la Corse avec cette grande précarité. On sait que vous êtes présent sur de très nombreux territoires pour rencontrer les populations. Est-ce que vous avez constaté cette dégradation aussi depuis que vous êtes arrivé comme évêque de Corse de cette situation? Qu'est-ce que vous vivez? J'ai eu le privilège de rencontrer des associations travaillant avec l'humain. Des associations qui connaissent très bien l'état de la société corse. Et quand on rencontre les associations, et là on découvre que tout n'est pas parfait, qu'il y a des souffrances, il y a des déficits d'un point de vue économique, d'un point de vue affectif, intellectuel, culturel, humain, et qu'il y a des défis justement pour bâtir une société corse meilleure. Si on n'a pas tout ce qui est basique pour la vie sociale, de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se déplacer, un minimum de culture et un minimum aussi de vision, mais à la fin, on devient pauvre. Vous savez, la pauvreté n'est pas liée justement au côté matériel, le côté matériel, l'expression, mais il y a beaucoup de pauvreté intellectuelle, affective, de vision, il y a des pauvretés à tous les niveaux, et je crois qu'en Corse, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et là, il faut qu'il y ait une collaboration entre les associations, l'Église, les politiques, la culture, tout le monde. Là, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas dire, tiens, là, il y a un problème d'ordre social de pauvreté, on délègue à certains. On ne peut pas être indifférent à des personnes qui souffrent. C'est ce que vous avez, c'est le message que vous passez. On ne peut pas être indifférent. Comment l'Église réagit face à ça? L'Église, voilà, donc nous avons la chance d'avoir des associations. Et moi, je rencontre une fois par trimestre toutes les associations catholiques travaillant avec les périphéries de la société les plus pauvres. Et pour moi, il est important de savoir, d'écouter, de me former et de m'informer pour savoir ce qui se passe sur le terrain. À Bastia, à Corté, à Porto Vecchio, à Calvi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Alors, quand je fais cette rencontre, je reçois des éléments. Après, je parle aussi avec nos élus. Et pour moi, il est important aussi d'avoir une vision objective de la situation actuelle. Alors, quand on constate toutes ces réalités, moi, je me dis, là, il faut agir. Et là, l'Église ne peut pas, moi, je ne peux pas être spectateur d'une situation de dégradation de la vie sociale. Je dois agir à travers les associations, les personnes, les situations et les contacts que j'ai. Si on se met d'accord tous pour viser le bien et pour que les personnes ne soient pas en état de souffrance, mais là je pense qu'il faut y aller. C'est une question d'humanité et de responsabilité. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Merci. Bonjour, c'est l'évêque de Corse qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. On va partir plus loin que la Corse avec ce conflit israélo-palestinien, ces massacres que l'on a vus, ces terribles images, ces terribles chiffres aussi. Quel rôle peut avoir l'Église dans ce contexte-là? Vous voyez, nous avons parlé cette semaine aussi des situations de violence, même chez nous. Violence parfois verbale, idéologique, c'est terrible. Et quand on voit à côté de nous la situation en Ukraine, et comme vous dites, la situation au Moyen-Orient, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Alors, quelque part, moi, je n'ai pas un pouvoir politique extraordinaire, mais il y a des pays en Europe et dans le monde qui ont du pouvoir diplomatique, du pouvoir politique. Et quand on constate la situation actuelle, mais tu te dis, mais c'est terrible de voir des populations qui sont elles sont pénalisées injustement, ils souffrent,
Et moi, je pense que là, la voie diplomatique, la voie politique internationale, on a des organismes extraordinaires. Quand on voit que la parole de l'ONU n'est plus écoutée du tout aujourd'hui. Justement, on a la parole de l'ONU, on a la parole des grands pays, mais à la fin, on ne voit pas l'efficacité. Alors, parfois, on peut se poser la question, est-ce que tous ces organismes internationaux servent à quelque chose? Je comprends parfaitement que la situation n'est pas simple. Le territoire est toujours un territoire sensible. Mais nous constatons depuis des mois et depuis des années que la situation ne s'améliore pas. Le patriarche de Jérusalem, il est franciscain aussi, et il nous racontait qu'à Gaza, la situation elle est tragique. Et ces paroissiens, ils sont très peu nombreux à Jérusalem, mais très nombreux à Gaza. Donc comment on fait pour chercher et trouver la paix? Il y a la voie diplomatique internationale, mais moi je crois que effectivement, quand on regarde la situation d'Israël, la situation de Gaza, la situation du Liban, là il faut une force autre. Il faut respecter, bien sûr, l'autonomie et la liberté de ces pays, mais il faut en même temps qu'il y ait une force internationale capable de pacifier les esprits et les politiques, parce qu'autrement, on continue à tuer, des familles sont en deuil, et il y a des situations de souffrance, l'économie n'avance pas, la politique est fragilisée, donc il y a tout l'ensemble de l'architecture sociale d'une réalité s'effondre. Est-ce qu'il faut 2 États, israéliens et palestiniens? Écoutez, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour retrouver une normalité territoriale. Depuis 1947, on le sait, il y a des situations qui ne sont pas simples, il y a toujours une situation conflictuelle, il y a le côté politique, il y a le côté aussi culturel. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'on a bien fait en 1947 de faire une séparation si... Parce que parfois, on pourrait avoir l'impression qu'elle est artificielle. Alors, c'était en Afrique du Sud, c'était en Israël. Où est-ce qu'on fait un pays? Mais construire un pays, je veux dire, d'une manière si politique, c'est un peu dangereux. Il faut tenir compte du territoire, de la culture. Alors, peut-être que la solution passe par une discussion politique dans laquelle on se dit, écoutez, le bien pour que ce peuple... Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les enfants se disputent, et donc sur le cas de Ésaü et Jacob, qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle met de la distance. Un frère va tuer l'autre, parce que Ésaü voulait tuer Jacob, la mère met de la distance entre les deux. Et parfois, pour avoir la paix, je ne dis pas qu'il faut diviser, mais parfois le principe de séparation peut être un principe de création, comme dans la Genèse. Dieu crée en séparant la lumière, les ténèbres, la terre, l'eau. Et séparation ne signifie pas nécessairement division. Merci beaucoup, merci, à tout à l'heure, on se retrouve à 8h30. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Monseigneur Bustillo qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parlait de cette situation à l'international. Il est vrai que c'est très compliqué dans le monde, y compris pour les chrétiens du monde. Les chrétiens du monde, quand on regarde l'Afrique, quand on regarde aussi l'Asie et le Moyen-Orient, des chrétiens souffrent. Alors, on ne parle pas beaucoup des chrétiens persécutés, mais on le sait par des organismes internationaux neutres, qui ne font pas partie de l'Église catholique, que là où il y a le plus de persécutions, c'est surtout pour les chrétiens. Et quand le pape, souvent, il parle, il dit, on a vu en Afrique, quand même, on a tué des chrétiens, on a explosé des églises, on a fait du mal, donc les chrétiens sont persécutés. Et je pense qu'il est important de respecter, de créer une mentalité mondiale dans laquelle il y a du respect pour la tradition de chacun, la culture de chacun et la religion de chacun. Comment on peut tuer au nom de la religion? C'est quelque chose qui dépasse totalement mon intelligence. Mais moi, je pense que si on tue au nom de la religion, c'est qu'on a perverti la religion. Et quelque part, au lieu de servir Dieu, on se sert de Dieu. Et comme on a dit au début de la semaine, quelque part, l'idéal,
se transforme en idéologie. Et alors là, on est capable d'éliminer l'autre au lieu de respecter l'autre. Mais le propre de la religion, c'est de créer des liens reliés. Donc si au lieu de respecter, au lieu de... même si quelqu'un qui est différent de moi, avec une culture différente, si moi j'étais né en Inde, peut-être que je serais hindou. Si j'étais né ailleurs, est-ce que notre religion, est-ce que notre culture ne doit pas être respectée? Nous devons respecter les personnes d'où elles viennent. Et là, je crois que nous avons du chemin à faire. Idéal, idéologie, où se situe la frontière? Écoutez, vous savez qu'il y a les triples mouvements classiques. Hein. On a tous des idées. Vous et moi, et tous les auditeurs, nous avons tous des idées. Parce qu'on est intelligent, ou moyennement intelligent, donc les idées, elles sont justes et légitimes. De l'idée, on tend naturellement vers un idéal. On veut quelque chose de beau, de bien, de noble. On cherche l'élévation et le bien. On ne cherche pas la médiocrité par un idéal. On cherche l'excellence. Or, dans le mouvement entre l'idée et l'idéologie, parfois on peut tomber dans l'idéologie. Et alors, tout ce qui est radical et qui pourrait être noble de par son retour aux racines peut se transformer en rigide. Et là, quand il y a l'idéologie, il y a une dureté, un hermétisme rationnel qui nous empêche d'avoir une vision ample, libre et sereine des autres. Alors justement, radicalité, racine, là aussi, il y a toute cette ambiguïté. Oui, parce que moi je trouve qu'on en parle souvent, c'est tellement beau de vivre avec radicalité la foi, une culture, mais au sens étymologique, et donc ce retour aux racines. Pour moi, dans la radicalité ou dans la quête de radicalité, il y a la quête de l'authenticité, de la vérité et de la liberté. Mais souvent, on a confondu radicalité avec radicalisme, donc avec le côté négatif de la radicalité. Et c'est là que je crois que nous devons évoluer et apaiser les esprits par une rationalité visitée, si j'ose dire, par l'esprit pour qu'elle soit sereine et constructive. C'est vrai aussi pour la religion chrétienne? La religion chrétienne a eu ces moments aussi des doutes et ces moments des difficultés. Donc, dans la religion chrétienne, si on veut sortir de la médiocrité ou de la banalité, il nous faut une forme de radicalité. Mais cette radicalité n'est pas la rigidité, cette radicalité n'est pas le radicalisme. Cette radicalité, comme je disais à l'instant, est une forme de vivre d'une manière vraie, authentique, la vie, les autres, et d'avancer. Merci beaucoup, Monseigneur Bustillo. Merci, à demain. Merci à vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons l'évêque de Corse, Monseigneur Bustillo. Bonjour. Bonjour. Les grands débats de l'Église en général, il y a eu ces positionnements autour de la pédophilie, mais ça va bien au-delà. Il y a le positionnement sur le mariage des prêtres, sur une vision plus globale de la société. Dans quelques jours, il va y avoir, tout le mois d'octobre, un synode à Rome. Quand on dit synode, on dit des personnes d'horizons différents et des cultures différentes qui vont se retrouver. Dans l'Église catholique, quand elle parle de débat, quand elle parle de synode, on parle de moments où on va toucher des sujets parfois faciles et simples, parfois complexes et délicats, mais on va parler et discuter. Et je trouve que la dimension synodale, la dimension du débat, elle est nécessaire. Moi, je me rappelle qu'il faut se rappeler quand même que dans la Bible, et quand on prend l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, Pierre et Paul, ils discutent. Parfois, ils ne sont pas d'accord. Et ils ont la capacité, quand on prend le chapitre 15 des Actes des Apôtres, il y a un débat. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on discute. Alors, dans l'Église catholique, alors, ceux qui ont un certain âge, comme moi, ils vont se poser la question de mariage de prêtres, de l'ordination des femmes, de toutes ces questions. Les jeunes d'aujourd'hui, qui ont moins de 30 ans, donc qui ne connaissent rien ou peu à la spiritualité, ils vont se poser d'autres questions plus basiques et plus spirituelles, si j'ose dire. Et ils vont partir en Inde, ils vont partir au Tibet, ils vont partir en Amazonie pour chercher une spiritualité. Je pense que la dimension du débat est nécessaire, toujours
dans le respect. Si nous avons critiqué cette semaine, nous avons dit qu'il est triste de voir que dans la société, au lieu d'avoir des débats, il y a des conflits idéologiques, il est important que l'Église puisse donner l'exemple par des débats civilisés où on échange d'une manière sereine, si possible, intelligente. Alors justement, le mariage des prêtres, la PMA. Mais des questions. Alors, il y a des questions qui sont simples et qui sont d'ordre naturel, d'autres d'ordre humain. Alors, pour tout ce qui est de mandat divin, si j'ose dire, là, on ne va pas transformer, on ne va pas changer, on ne va pas manipuler. Par rapport, vous posez la question de la procréation médicalement assistée, là, il y a des questions délicates liées à la vie. Là, l'Église, elle est toujours du côté de la nature. Et donc, de suivre le mouvement naturel. Si on peut comprendre que certaines personnes ayant le désir d'avoir des enfants souffrent à cause d'une situation qui considère injuste, l'Église va dire toujours il y a d'autres possibilités. On peut adopter, on peut suivre d'autres voies. Mais le fait de légaliser des questions délicates, on peut rentrer dans une logique commerciale où l'être humain, c'est pas un enfant, quand il aura peut-être 20 ans, 30 ans, j'ai lu il n'y a pas longtemps une question par rapport à une fille qui est née de la procréation médicalement assistée. Elle disait voilà, mes parents m'ont acheté. Donc il peut y avoir, donc il faut prévoir d'un point de vue juridique, d'un point de vue humain, des questions qui peuvent être très délicates et très douloureuses pour l'avenir. Merci beaucoup, merci. Bon, c'est le mariage des prêtres, l'ordination des femmes. Mais là, c'est pas, le pape l'a dit ce jour-ci, il n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, il y a des questions qui sont importantes, mais qui ne sont pas essentielles. Aujourd'hui, on a d'autres défis, des défis extrêmement importants. Et moi, je trouve que la place de la spiritualité a été évacuée, d'où la violence et les tensions dans notre société. Peut-être qu'il faut commencer, avant de penser à l'organisation et à la logistique, il faut penser à la base et à la spiritualité. C'est pas ça qui peut-être suscite une crise des vocations, bien que en Corse, par exemple, on a eu beaucoup de jeunes séminaristes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont généreux, qui se posent des questions et cherchent des réponses. Voilà, Dieu merci, on a un petit mouvement vocationnel. On a 2 jeunes qui sont rentrés au séminaire cette année. Donc c'est pas mal pour la Corse, 2 jeunes qui rentrent au séminaire pour continuer avec les autres séminaristes de Corse. Mais je pense que on parlait l'autre jour de radicalité, de rigidité. Justement, dans la radicalité, il peut y avoir une manière de se donner totalement pour les autres. Je pense qu'il y a des jeunes qui aspirent à un côté radical pour se donner, pour soutenir les autres. Je pense qu'il ne faut pas fermer les portes à cette dynamique. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de son éminence, le cardinal François Boustillot. Bonjour. Bonjour. Évêque de Corse aussi. Alors, est-ce que vous vous sentez plus cardinal ou évêque ? Je me sens les deux. Avec tout ce que j'ai vécu, mais d'abord j'étais nommé évêque de Corse, donc je vais jusqu'au bout dans ma démarche de pasteur, dans un territoire et avec des personnes. Après, le pape m'a créé cardinal, donc l'évêque de Corse est aussi cardinal, donc je suis porteur d'une dimension locale, de par l'épiscopat, c'est mon territoire, je suis évêque de Corse, et d'une dimension universelle, de par le cardinalat. Donc c'est pour ça que je navigue entre mon territoire et là où je porte une alliance. Donc dans l'alliance, il y a tout le lien avec un territoire, mais depuis que je suis cardinal, je suis sollicité souvent en Europe, et partout en France et en Italie, pour des moments un peu particuliers de communion où la présence d'un cardinal peut apporter la dimension de l'unité et de la communion et de l'espérance à l'Église. Alors quand vous avez été créé cardinal, d'ailleurs par le pape, vous nous avez dit un cardinal, il a une mission, un cahier des charges sur un thème bien particulier. Quel est le vôtre ? Alors, vous le savez sans doute, j'ai pu le dire, en tant qu'évêque, j'ai la responsabilité de la Corse, mais en tant que cardinal, je suis envoyé ponctuellement pour des missions particulières. Mais je fais partie de ce qu'on appelle le dicastère du clergé. C'est l'équivalent un peu comme dans la vie politique, il y a des ministères. Et voilà, donc moi je fais partie d'un dicastère, c'est le ministère qui touche au domaine des prêtres. Les prêtres de l'Église catholique. Donc là, on dépasse l'Europe, on regarde l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Donc cela me permet d'avoir une vision
holistique, universelle des prêtres et de la situation, parfois des joies et de force de certains prêtres et de certaines églises, et parfois des difficultés et de peines dans d'autres églises. Mais on a une vision globale. Alors, le cardinal Bustillo, justement, aujourd'hui, cette vision globale, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais il doit apporter, il doit donner ce qu'il a de meilleur pour qu'avec son expérience et sa vision, là où il est appelé, il puisse donner des pistes et des orientations pour le bien d'une église. Si on m'appelle à Reims, si on m'appelle à Rome, si on m'appelle en Afrique ou en Asie, là où je vais aller, je vais essayer d'apporter une espérance, une responsabilité et un encouragement pour les églises qui m'invitent. Quelle est la situation de l'Église en général dans le monde? Mais l'Église, elle grandit. Alors, depuis longtemps, nous avons un regard assez eurocentré. Donc on dit l'Europe va bien, tout va bien, l'Europe va mal, tout va mal. Et moi, je découvre par l'Afrique et par l'Asie qu'il y a des lieux très différents, qu'il y a de la vitalité, et ce sont des églises jeunes. Nous, on a l'âge canonique, on n'a pas beaucoup de vocations, et quand on regarde vers l'Afrique et vers l'Asie, il y a de la jeunesse, il y a de la force. Alors peut-être que dans l'Église, il va y avoir des équilibres nouveaux. À trouver, à rétablir avec des passerelles? Mais il nous faudra des passerelles parce que l'Europe, malgré tout, et l'Occident en général, nous avons l'expérience. Nous n'avons pas la force qu'on avait avant. Et les autres, ils ont la force et l'enthousiasme, mais ils n'ont pas l'expérience. Alors, un dialogue fraternel et de responsabilité s'impose. Merci beaucoup, Monseigneur Bustillo, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouvera dans les différentes villes et villages de Corse, puisque vous sillonnez la Corse déjà. Le message, pour terminer, votre message? Je souhaite que nous puissions grandir en Corse d'une manière pacifique, responsable. La Corse a des talents. Ces talents, il faut les exploiter. Je le dis souvent, je ne me fatigue pas de le dire. Nous avons des talents, il faut les exploiter, il faut les partager, parce que nous avons le droit à une vie pacifique, sereine, et nous avons le droit aussi à exporter. La Corse pourrait être un lieu, un laboratoire de nouvelles manières de vivre sereinement en société, et nous pouvons exporter cette manière de vivre à l'extérieur. Merci et à bientôt. Merci.